Alors moi, je vais vous parler effectivement de l'utilisation de l'intelligence artificielle au profit des professionnels du droit que vous êtes, par l'entreprise que je représente aujourd'hui, qui est LexisNexis. Moi, j'ai rejoint LexisNexis il y a une dizaine d'années maintenant, il y a un peu moins de 10 ans. Et déjà à l'époque, on utilisait de l'intelligence artificielle, des technologies d'intelligence artificielle. On en a très bien parlé. C'est un ensemble de technologies, on devrait parler des intelligences artificielles au pluriel. Mais quand j'ai rejoint LexisNexis, donc en 2014, je ne vais pas dire qu'on avait l'IA honteuse, mais on avait l'IA discrète. Parce que l'utilisation qu'on faisait de l'intelligence artificielle, on craignait que ça fasse peur à nos clients, aux professionnels du droit, ou même que ce soit un peu décevant par rapport à toute la mystique de l'IA et de ce que c'est susceptible d'accomplir. Aujourd'hui, on est dans une phase où le monde est en train de changer. Peut-être passer à la slide suivante, s'il te plaît, Salman. Alors moi, je vais vous parler de 4 points. Je vais essayer d'être bref et de ne pas prendre plus de 3 heures. 4 points que je voudrais aborder avec vous ce matin sont les suivants. Donc, je suis très transparent, comme ça vous n'êtes pas obligé d'écouter la suite. Premier point, c'est que l'IA, c'est une opportunité. L'IA ne va pas vous remplacer en tant que professionnel du droit. En revanche, les juristes, les avocats, les magistrats qui vont utiliser l'IA vont remplacer ceux qui ne s'en servent pas. Ça, c'est une garantie. Donc c'est en réalité une opportunité, et je vais revenir là-dessus. Pour autant, l'IA générative, donc celle qui est très à la mode depuis 1 an maintenant, depuis que ChatGPT est arrivé fin novembre, début décembre de l'année dernière, donc c'est effectivement très très court, on a très peu de recul dessus. Cette IA générative, elle souffre d'un certain nombre de problèmes de jeunesse, et je reviendrai là-dessus. On a très bien parlé, je vais juste essayer de donner des illustrations dans le contexte d'une utilisation par des juristes. Troisième point, c'est que naturellement, je suis là pour faire ma publicité et vous expliquer, j'espère de façon intéressante et stimulante, comment LexisNexis essaie de répondre à ces challenges-là. Et vous verrez qu'au cœur des réponses, il y a toujours la question du contenu, et d'un contenu qui est le fruit d'une intelligence humaine. Et donc je rejoins tout à fait ce que disait Maha tout à l'heure, c'est-à-dire que l'avenir, c'est une hybridation. C'est une utilisation conjointe des intelligences artificielles et humaines. Et je vous montrerai, mais très brièvement, parce qu'en plus j'ai compris que Karine était disposée et très motivée à vous faire des démonstrations pendant les pauses, je vous parlerai de Lexis Plus AI, qui est la solution que nous avons déjà lancée maintenant il y a plusieurs semaines aux États-Unis et que nous nous apprêtons à déployer dans d'autres régions du monde dans le courant de l'année 2024. Donc, et je vais pas trop développer cette partie-là, parce qu'encore une fois, ça a été très bien fait avant moi, mais très schématiquement, et en réalité, il y a potentiellement 10, 12, 15 modalités différentes de l'intelligence artificielle, des systèmes experts, c'est-à-dire des arbres décisionnels qu'on utilise depuis 25, 30 ans, et plus récemment, avec le deep learning et le machine learning, c'est-à-dire des intelligences artificielles auto-apprenantes ou presque auto-apprenantes, relativement peu supervisées, on a développé de plus en plus ce qu'on appelait avant juste de l'IA, et qu'on appelle maintenant de l'IA extractive. Et on s'en est beaucoup servi, je vais le montrer juste après, pour trouver des informations, les catégoriser, les classifier, les rapprocher entre elles. Et donc dans le domaine du droit, c'est très intéressant parce que ça permet de traiter de la jurisprudence, par exemple. Et puis est arrivé depuis très peu de temps, donc, l'IA générative, qui, comme son nom l'indique, ne se limite pas à de l'extraction ou de l'analyse d'informations, mais à de la génération. Et le terme génération est important parce que ce n'est pas de la création, c'est de la génération. Et l'IA générative, elle a une approche probabiliste. Le fameux prompt, on va se parler beaucoup d'intelligence artificielle générative de texte, mais c'est la même chose pour l'image, pour la donnée, pour la musique ou pour le son, part d'un contexte de départ et par une mécanique probabiliste, à partir de données d'apprentissage, à partir de ce qu'elle a pu apprendre, elle va essayer de trouver les termes les plus probables, ce qui est important, parce que cette notion de probabilité, parce que ça ne veut pas dire les termes exacts. Et en droit, on n'aime pas tellement la probabilité, on préfère l'exactitude. Et dans un domaine contentieux, par exemple, le plus probable n'est pas forcément le plus juste. Mais cette IA générative, elle est extrêmement intéressante pour produire des synthèses, des résumés, des insights, pour rédiger, pour faire de l'analyse textuelle si on se parle des LLM, ou même pour engager une logique conversationnelle qui est une modalité différente d'accès à l'information et d'interaction avec l'information.
Alors quelques illustrations dans les pages suivantes sur l'utilisation de l'IA extractive, l'IA de première génération, qu'on utilise depuis une bonne décennie chez LexisNexis. Vous avez une capture d'écran ici de Lexis 360 Intelligence, qui est une solution donc européenne, mais qui est aussi utilisée au Maroc. Et donc on a encadré sur cette page-là quelques éléments dans l'interface sur une liste de résultats qui sont en fait produits par l'intelligence artificielle. Par exemple, on va extraire de décisions des éléments clés, des mots-clés, à partir du traitement du langage naturel, et ça va nous permettre d'établir de la classification. Donc de dire, le thème de cette décision, c'est celui-là, par exemple, c'est du droit social, c'est du droit du travail, le type de contentieux, le chef de demande porte sur tel ou tel sujet. De la même manière, on va reconnaître des faits, on va extraire des informations, les cas évidents, des dates, etc. Ce qui nous permet aussi de faire du rapprochement, et ça c'est un élément extrêmement intéressant, c'est ce qui nous permet de rapprocher par exemple une décision d'une analyse qu'on a produite, un commentaire d'une jurisprudence, ou même de rapprocher d'autres décisions qui vont dans le même sens ou dans un sens contraire. Donc ça a énormément de valeur. Évidemment, on l'a fait pendant des années avec des êtres humains, évidemment on continue à le faire avec des êtres humains, parce qu'il faut des données d'apprentissage pour que l'IA puisse fonctionner correctement, et puis il faut des humains pour contrôler que l'IA fonctionne correctement, mais c'est une application de l'intelligence artificielle qui est en place dans les produits de Lexis de recherche juridique depuis des années et des années. Un autre exemple que je voulais vous donner, sur la page suivante, qui est un petit peu plus récent, c'est une start-up dont on vient de faire l'acquisition cet été, qui s'appelle Keslo Analytics. Keslo Analytics, ils utilisent des modèles mathématiques et de l'intelligence artificielle pour modéliser un contentieux. Et quand bien même on dispose de très très peu de décisions sur un domaine contentieux, l'idée c'est d'essayer de modéliser le raisonnement juridique, qui va être celui d'une juridiction ou d'un juge, pour déterminer, non pas quelle va être la réponse à un contentieux donné, parce que ça, encore une fois, on ne peut pas la donner, mais en revanche, pour donner un certain nombre d'orientations, et notamment comprendre quels sont les critères juridiques les plus importants. Et ça, l'IA nous permet de le faire assez bien. On crée d'abord un modèle avec des êtres humains pour comprendre comment fonctionne ce domaine contentieux-là. On analyse des milliers de décisions, on va les taguer, les annoter, les étudier, on va identifier les critères, voir comment ils interagissent entre eux, déterminer des patterns, et ça nous permet, avec un score de confiance qu'on indique, que vous voyez peut-être sur la page derrière moi, dans le cartouche en haut à droite de chaque graphe, il y a un score qui est un pourcentage de confiance. On va essayer de limiter l'aléa juridique et de déterminer comment pourrait raisonner une juridiction face à ce contentieux-là. C'est d'autant plus intéressant que sur certains contentieux, on peut utiliser plusieurs centaines de critères différents. Alors on ne donne pas forcément accès à tous les critères aux utilisatrices et aux utilisateurs, parce que ça ferait des formulaires trop compliqués à utiliser, mais on regarde énormément d'interactions entre eux. Et en dépit de la richesse du contentieux, dans beaucoup de situations, en fait, on n'a pas de décision qui corresponde exactement à l'ensemble des critères qu'on va manipuler. Et c'est là où cette approche-là par l'IA, elle est intéressante par rapport à une pure logique, purement extractive ou statistique de la jurisprudence, c'est qu'il y a des moments où on va chercher une décision qui n'existe pas. Et là, par cette logique-là de l'IA, de modélisation de droit, on peut se rapprocher d'un raisonnement qui est valide, quand bien même aucune décision n'a été prononcée avec les mêmes éléments. Donc toute cette IA extractive, on va la conserver, bien entendu, et l'idée c'est de l'enrichir avec l'IA générative, et particulièrement avec les LLM, les Large Language Models, comme ChatGPT ou d'autres solutions. Et donc, je vais illustrer un petit peu après les différentes utilisations qu'on en fait chez LexisNexis, mais déjà le point de départ, c'est de dire quels sont les grands types d'usages, les grandes catégories d'usage, les cas d'usage qu'on peut imaginer. Et là-dessus, on s'est tourné vers nos clients, vers vous, vers les professionnels du droit, pour leur poser la question. On a fait cette enquête-là dans plusieurs pays du monde, on fait aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, etc. Je pense qu'on continuera à le faire. Ce qui en ressort de manière assez constante, quel que soit le pays, il n'y a pas de grande différence culturelle notable pour l'instant, c'est qu'à peu près 80% des professionnels du droit s'attendent à une amélioration de leur efficacité, et je dis bien efficacité, pas que la productivité, leur efficacité globalement, grâce à l'intelligence artificielle, et en particulier grâce à l'intelligence artificielle générative. Et les différents cas d'usage qui ressortent quand on vous interroge, c'est la recherche d'informations, la rédaction de documents, l'analyse, ou encore la rédaction de documents non juridiques, comme les emails, des éléments de communication, qui peuvent être intéressants aussi dans votre pratique quotidienne. C'est très intéressant parce que l'IA générative n'a pas été faite pour faire de la recherche. Or, c'est dans les discussions, ce qui ressort très souvent, c'est génial, je vais accéder à de l'information beaucoup plus efficacement, je vais taper une recherche et je vais trouver des bons résultats. Ça n'a pas été fait pour ça, et c'est, je dirais, la cause de beaucoup de problèmes et de quelques, je dirais, incompréhension entre nous et l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, elle a
3 grands risques. Les biais et les erreurs, on en a un petit peu parlé, notamment, c'est toujours lié au set d'apprentissage, au contenu utilisé pour l'apprentissage. Effectivement, si on fait de la reconnaissance de visage en utilisant que des photos d'hommes blancs entre 30 et 50 ans, l'IA générative, ou l'IA tout court, va avoir beaucoup de mal à reconnaître d'autres types de visages, d'autres genres, d'autres carnations. Et ça, c'est très vrai dans le droit aussi, c'est-à-dire que si on entraîne l'IA générative que sur des décisions de common law, quand on va arriver dans un système de droit civil, on va avoir de mauvais résultats. Donc ça veut dire que pour corriger ces biais, ces erreurs-là, il faut travailler beaucoup sur les contenus. Et ça, pour un acteur comme LexisNexis et comme d'autres dans l'industrie, qui sont des éditeurs, on peut avoir jusqu'à 200 ans d'histoire en fonction des pays ou des géographies, c'est important pour nous, puisque le cœur, ça veut dire que les contenus qui sont produits par l'intelligence humaine déterminent très directement la qualité de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Il n'y a de bonne intelligence artificielle que s'il y a un bon pilotage de l'être humain et une bonne alimentation par l'être humain. Le deuxième grand défaut de l'IA générative, ce sont les hallucinations. Je vais donner dans un instant un autre exemple dans le contexte du droit, que je pense que vous connaissez bien, mais c'est intéressant de revenir dessus. Et la troisième limite, troisième risque, ce sont les différentes atteintes à la propriété intellectuelle. On en a un petit peu parlé précédemment sur les données à caractère personnel, mais il y a des questions et des débats juridiques en ce moment pour savoir quelle est la propriété intellectuelle d'un contenu généré par une IA. Et c'est difficile à défendre, cette propriété intellectuelle. Il y a le problème fondamental de la propriété intellectuelle des données d'apprentissage. ChatGPT, comme d'autres, ont utilisé massivement des contenus sur lesquels ils n'avaient aucun droit. Donc les détenteurs de droits, comme vous, comme nous, ont besoin de défendre leur propriété intellectuelle. Par ailleurs, dans l'utilisation, c'est le troisième point sur l'IP, dans l'utilisation qu'on fait de ces outils-là, méfiez-vous de ne pas utiliser ChatGPT dans sa version gratuite ou même payante, avec des données qui sont des données privées, parce que vous ne savez pas comment elles vont être utilisées pour gérer l'apprentissage futur du modèle, et vous pouvez perdre de l'information. Ça a été le cas de Samsung. Juste donc une illustration rapidement sur les hallucinations. Vous connaissez tous cette histoire de cet avocat aux États-Unis qui a utilisé ChatGPT dans un cas de contentieux, qui était sur une affaire donc, de contentieux aérien. Je ne vais pas rentrer dans les détails du cas d'espèce, mais donc qui a utilisé ChatGPT pour faire de la recherche de jurisprudence. Et ChatGPT, très poliment, parce que ChatGPT n'est pas fait pour être exact, ChatGPT est fait pour restituer un résultat probable, non seulement à citer des décisions, donc des références de décisions qui s'appliquaient, qui correspondaient au cas sur lequel notre avocat travaillait, mais lui a en plus donné des extraits entiers de cette décision, sans jamais dire que c'était faux. Je pourrais vous parler de plein d'exemples de tests que j'ai fait moi aussi. Moi aussi, j'aime bien Trick GenAI. En lui posant des questions, je donnais juste un exemple, très récemment. Et j'ai utilisé Anthropic Claude, qui est plus puissant que GPT-4, théoriquement. J'ai demandé de me citer tous les partenaires d'un cabinet d'avocats, tous les partenaires de M&A d'un cabinet d'avocats dans un pays en Europe. Il m'a fourni une liste absolument extraordinaire avec des noms, des localisations, des spécialités, des formations. Donc c'était en Allemagne, donc j'ai eu Dr. Hans Müller, M&A partner à Stuttgart, etc. C'était vraiment remarquable, quoi. Je suis allé sur le site du cabinet d'avocats en question, qui avait le bon goût de mettre en ligne tout son annuaire, et non seulement ce n'étaient pas les avocats qui étaient partenaires de ces practices-là, mais ce sont des gens qui n'existaient pas. Absolument pas, pas même dans un autre cabinet d'avocats. Donc j'ai dit à Anthropic, ces résultats sont incorrects. Donc il m'a dit, c'est vrai, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû, je ne recommencerai pas. Donc j'ai répondu à Anthropic, parce qu'on avait une conversation finalement assez cordiale et sympathique. J'ai dit, d'accord, maintenant peux-tu me donner les vrais noms, en consultant notamment le site. Je lui donne l'URL du site. Et donc Anthropic m'a répondu, après analyse du site, c'était Linkletters, donc après analyse du site de Linkletters, voici la vraie bonne liste des partenaires en M&A en Allemagne. Donc je suis allé vérifier la liste et il m'avait produit d'autres noms de gens qui n'existent toujours pas. Alors, soit on a affaire à une intelligence artificielle qui est générative du futur, et ce sont peut-être les futurs partenaires dans 30 ans, soit on a effectivement un problème lié à l'IA générative. Donc je lui ai dit, ce sont toujours des hallucinations, et donc là j'ai une discussion finalement avec un père alcoolique, qui m'a promis une nouvelle fois que ça ne se reproduirait pas. Bon, je ne vous raconte pas la suite, mais vous en doutez.
L'autre grand risque sur l'IA générative, j'en parlais, il est lié à la propriété intellectuelle. Je vais passer rapidement parce que je veux pas être trop long, mais vous connaissez aussi probablement cette histoire d'employés de Samsung qui ont utilisé ChatGPT pour les aider à accélérer leur workflow et qui, manque de bol, ont communiqué, ce faisant, des informations confidentielles. Et il y a des fuites de données via l'IA générative, et donc ces informations confidentielles ne sont pas restées très longtemps. Alors que fait LexisNexis sur ce sujet-là? C'est l'objet de la page suivante. Je vais essayer de passer rapidement pour vous montrer surtout ce que c'est, parce que prenez tout ça avec une pincée de sel, mais l'idée c'est qu'on a mis en place une stratégie technologique et une stratégie éditoriale. La technologie ne se suffira pas elle-même, et donc pour nous la meilleure façon de réintroduire l'intelligence humaine, c'est en partant de nos contenus et de notre réseau d'auteurs et d'autrices, donc de notre expertise juridique, pour mieux encadrer le sujet. Et vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai donnés, de biais, d'erreurs, d'hallucinations. La cause majeure, c'est toujours les données d'apprentissage qui ont été utilisées. Donc notre conviction, c'est que si on utilise des données qui sont fiables, qui font autorité, qui sont à jour, on peut éliminer totalement les hallucinations, et c'est ce qu'on est en train de démontrer avec la solution qu'on a lancée aux États-Unis. Alors, on a une approche très agnostique en termes de LLM, donc ça veut dire qu'on utilise toutes les solutions du marché. Dans Lexis+AI qu'on a lancé aux États-Unis, on utilise indifféremment des technos dérivés de GPT-4 ou d'Anthropic ou d'autres solutions potentielles, et parce qu'en fait, on les compare sur plein de sujets, mais ils sont bons dans différents registres, ou ils sont les meilleurs dans différents registres. Il n'y a pas une IA générative aujourd'hui qui écrase totalement toutes les autres. Alors Google l'a prétendu avec Gemini, avant d'avouer qu'ils avaient un peu triché sur leur vidéo de présentation il y a 15 jours. Mais donc, voilà, l'idée c'est que nous on soit agnostique, parce que c'est un paysage qui évolue tellement vite, on ne veut pas se figer sur une solution et pour découvrir 1 an et demi après que finalement c'était pas la meilleure. Donc ça nous coûte beaucoup plus cher. Très clairement, ça nous demande beaucoup plus de travail, mais ça nous donne plus de garanties pour la suite. Le point important aussi, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est l'expertise humaine qui reste toujours présente et un contrôle permanent et l'application de toutes nos règles également de respect de la sécurité des données et du caractère privé des données, donc la protection des données. Je passais à la page suivante et je vais juste mettre l'accent sur un point sur cette page-là. Parce que là, tout ce que je vous ai dit là, ça peut être juste on va dire, du wishful thinking. Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on peut vraiment utiliser nos contenus? La grande difficulté avec l'IA générative, c'est de réussir à neutraliser les autres éléments de ces données d'apprentissage. Faire en sorte qu'ils ne citent pas, comme un perroquet, des contenus issus de pages web qui peuvent être complètement faux sur des matières juridiques, et vous savez à quel point le web est plein d'inexactitudes en matière juridique, ou pas nécessairement d'inexactitudes, mais de choses qui peuvent être vraies dans une juridiction, mais pas dans une autre. Et donc le caractère géographique du droit est un élément extrêmement important, extrêmement limitant pour l'IA générative, ce qui est vrai dans un pays, ou ce qui est vrai à un instant T, le droit étant non seulement local, et en plus vivant et évolutif, en fait, peut être complètement faux ailleurs. Et ça, les IA génératives ont beaucoup de mal à fonctionner avec. Donc ce qu'on utilise, nous, c'est un des développements les plus récents sur les IA génératives, ce qu'on appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, surtout je suis plus littéraire qu'ingénieur en réalité, mais ça me passionne. Le principe du RAG, c'est d'utiliser, alors ce qu'on fait depuis très longtemps dans l'IA et dans l'IA extractive, c'est de la vectorisation de texte. On transforme des textes, donc des éléments textuels, de la connaissance qui est fondamentalement littéraire, qui est le droit, et on va le transformer en vecteur mathématique. Pourquoi? Parce qu'avec les glissements vectoriels, on peut faire très facilement des rapprochements sémantiques. On peut rapprocher une information d'une autre avec beaucoup d'exactitude. Et donc nous, on va utiliser le vecteur et le RAG notamment au moment où vous saisissez un prompt sur Lexis+AI pour analyser ce prompt-là. Et on est très transparent, vous verrez dans les démos de Lexis+AI, vous voyez le moment où il est en train de faire l'analyse de votre prompt pour comprendre quels sont les éléments. En fait, il est en train de faire de la vectorisation à ce moment-là. Et en fait, faire de la recherche, mais pas de la recherche en s'appuyant sur le LLM lui-même, mais en s'appuyant sur des technos de recherche plus classiques. Parce qu'encore une fois, les LLM ne sont pas bons pour faire de la recherche. Les moteurs de recherche sont plus efficaces, sont plus pertinents aujourd'hui pour faire de la recherche que les LLM. Donc on va utiliser la vectorisation du texte pour aller rechercher dans notre corpus documentaire à nous, dont on sait qu'il est à jour, qu'il est pertinent pour la zone géographique concernée, qui fait autorité parce qu'il a été écrit par les meilleures autrices et les meilleurs auteurs, potentiellement par des gens dans cette pièce, pour retrouver la bonne information. Et on va utiliser le LLM pour ce que ça fait bien: résumer, identifier les insights, faire de la rédaction. Et c'est ça qui nous permet d'avoir, je dirais, des garanties assez fortes de la qualité de ce qu'on produit. Et donc ça, notamment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, évidemment on fait du classement sémantique, évidemment on utilise plein de couches différentes, et je vous l'ai dit, on utilise des LLM différents en fonction des domaines dans lesquels ils excellent pour avoir la meilleure qualité possible.
Je vais passer rapidement sur l'élément suivant de la présentation qui touche à la sécurité et à la protection des données. Évidemment, on est, étant nous-mêmes filiales d'une société cotée en bourse, RELX, qui est cotée à Londres, on est sujet à des processus internes de contrôle et de vérification extrêmement stricts. On ne peut pas se permettre de commettre la moindre erreur sur la sécurité et la protection des données, donc on s'applique des règles très strictes, vous vous en doutez. Et je voulais vous montrer juste en quelques images ce qu'est l'Axis Plus AI, puisque j'en ai parlé. Et donc si on passe à la page suivante, donc l'Axis Plus AI, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est un élément de l'interface, aujourd'hui se focalise sur 4 cas d'usage principaux, que vous pouvez lire. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais peut-être si on passe à l'élément suivant, qui peut être de la recherche conversationnelle. Je pose une question en langage naturel, qui est une question juridique, et l'Axis Plus AI va me répondre. Et ce qui est important, c'est que non seulement il me répond en s'appuyant sur des documents qui font autorité, sur des contenus de qualité, mais en plus il va les citer, ce qu'on ne voit pas sur la capture là, mais que Karine pourra vous montrer. Évidemment, toutes les sources qui sont utilisées sont citées, et on peut cliquer sur le lien et accéder à l'information complète de façon transparente. Évidemment, le LLM reste une boîte noire, mais on essaye d'être extrêmement transparent sur la façon dont on l'utilise pour toujours revenir au contenu source, ce qui est très difficile pour un LLM classique, encore une fois, qui fonctionne selon une logique de probabilité et qui sait plus rapprocher ses sources que vraiment les citer. Un autre cas d'usage que je voulais vous montrer sur l'illustration suivante, c'est sur le drafting, sur la rédaction, donc en utilisant les modèles DAC de LexisNexis, et non pas en s'appuyant sur de l'apprentissage à la Google, en utilisant des modèles qui sont à jour, on utilise l'Axis Plus AI, l'assistant de l'Axis Plus AI, pour générer tout type de documents juridiques. Ça peut être des contrats, ça peut être des lettres, par exemple des lettres de mise en demeure. Et ce qui est assez amusant, c'est quand on fait ce type d'exercice-là, là, je pense que c'est un test que j'avais fait sur un... non, j'avais fait un autre test sur un gag order, mais je ne vous l'ai pas mis là, mais on a en permanence des petits boutons pour faciliter l'accès, de façon à ce que les gens n'aient pas besoin de tout retaper tout le temps, notamment en disant fais plus court, fais plus agressif, fais plus tendre. Voilà. Et à chaque fois, l'assistant de l'Axis Plus AI retravaillera sa copie et expliquera ce qui a été modifié d'une version à l'autre. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé de voir comment LexisNexis employait cette technologie-là. Une entreprise ancienne, mais qui a toujours à cœur d'utiliser les technos les plus récentes, mais de manière responsable, de façon à servir aux intérêts. Merci beaucoup.